30 000 € par mois. Je préfère encore être fauché que de m'ennuyer à mourir. Béatrice eut un sourire narquois en posant ses bottines de marque sur le bord de l'îlot central de ma cuisine, comme si elle était chez elle. Juliette renchérit aussitôt, « Chloé, ma belle, explique-moi encore pourquoi ton mari travaille aussi dur juste pour vivre comme si on était encore en 2005 ?» Même Manon, toujours la plus méchante sous ses airs doucereux, ajouta, « Étienne, chéri, tu es adorable. Mais si j'avais un homme qui ramenait autant d'argent à la maison, je ne serais pas en train de couper mes propres poivrons lors d'un dîner. J'aurais un chef à domicile, ou au moins un Thermomix dernier cri. » Elles éclatèrent de rire. Ce genre de rire bruyant qui ne devrait pas résonner dans un foyer, surtout pas le mien. J'étais debout près de l'évier, en train de rincer les derniers verres à vin, entendant mon propre salaire servir de chute à leurs blagues. Et Chloé, elle, se contentait de se pencher en arrière sur sa chaise, faisant tourner son verre comme si c'était le meilleur divertissement de la semaine. J'ai raté le moment où cette soirée est devenue un spectacle comique à mes dépens, demandai-je en me retournant avec un demi-sourire forcé. « Oh, détends-toi, Étienne », fit Béatrice en balayant ma remarque d'un geste de la main. « On est juste réaliste. Ne sois pas si susceptible. »« D'accord, dis-je. Réaliste. Ok. Eh bien, puisqu'on joue à être réaliste, rappelez-moi un truc. Ils gagnent combien déjà, vos copains ?» Les rires s'estompèrent. « Je veux dire, continuai-je en m'approchant avec la planche à découper toujours à la main, Juliette, ton mec ne t'a pas fait une demande Lydia pour la moitié d'un kebab le mois dernier ? Manon, je crois que ton dernier encart s'est barré avant même le dessert pour ne pas payer. Et Béatrice, eh bien, Béatrice sort avec ses ambitions professionnelles, c'est ça ? Je l'avais dit sur un ton léger, mais l'impact fut brutal. Trop brutal. La pièce se glaça. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Même le fond de jazz semblait s'être mis en sourdine. La voix de Chloé trancha l'air comme du verre. « Étienne. » Je la regardai. Ses lèvres ne bougèrent plus, mais son regard en disait assez. « Pas un merci de t'être défendu. Pas un elles ont dépassé les bornes. » Juste ce regard humilié, la mâchoire serrée, braqué sur moi. Je laissai échapper un petit rire silencieux. « Super discussion, mesdames, dis-je en sortant vers le couloir alors que mon visage brûlait plus fort que le four. Je me suis juste éteint. Cette soirée n'était pas censée se passer comme ça. C'était un petit rassemblement, juste 4 femmes que Chloé connaissait depuis la fac, quelques bouteilles de Bordeaux, et mes pâtes aux fruits de mer maison. J'avais attendu ça avec une sorte d'impatience stupide. Je n'avais pas beaucoup d'amis à Lyon. Les gars avec qui je parlais étaient surtout des collègues en ligne. Et Chloé, eh bien, ses amis étaient son monde. Je pensais pouvoir faire partie de ce monde aussi. Mais je ne m'étais jamais senti autant comme un étranger que dans ma propre cuisine. Voici à quoi ressemblait ma vie si ça vous intéresse. J'avais 33 ans, un casier vierge, je travaillais en télétravail pour une entreprise de tech de taille moyenne en tant qu'ingénieur back-end, bon salaire, pas d'enfant, une voiture. J'avais acheté cette maison dans les Monts d'Or il y a 3 ans avec un apport gratté sur mes primes et mes nuits blanches. Ce n'était pas le grand luxe parisien, mais c'était à nous. Et dans cette cuisine où j'aurais dû me sentir fier, je me sentais moqué par des gens qui n'apportaient rien à table à part leur jugement et des tire-bouchons. Et Chloé, elle n'a pas juste laissé faire. Elle a participé. La porte d'entrée claqua avec la dernière paire de talons, et le silence tomba comme un rideau de fer. Je restai près de l'évier, faisant semblant d'être occupé avec un plat qui était propre depuis 5 minutes. Ma mâchoire était toujours contractée. Je pouvais entendre Chloé derrière moi, ses pas lents, délibérés, comme si elle mesurait l'espace entre chaque mot qu'elle n'avait pas encore prononcé. « Waouh » dit-elle enfin, sa voix froide et désinvolte. « Tu n'as pas pu t'en empêcher, hein ?» J'essuyai mes mains sur un torchon, lui tournant le dos. « Oh, on commence par moi ? Pas par tes amis qui transforment le dîner en spectacle de stand-up ? Tu les as embarrassés, dit-elle en entrant dans la cuisine, croisant les bras sur sa robe noire en maille. Dans ma maison, je me retournai. Dans notre maison, corrigeai-je, où je paie le crédit, où j'ai cuisiné et reçu, tout ça pour me faire rire au nez. Elle plaisantait, Étienne. Tu as complètement exagéré. Je lâchai un rire bref et sec. Vraiment ? Parce que rien ne ressemble plus à une blague que de se moquer des revenus et du mode de vie de quelqu'un tout en sirotant le vin que j'ai acheté. Tu ne pouvais juste pas laisser passer, n'est-ce pas,
répliqua-t-elle, le ton montant. Il faut toujours que tu gagnes. Toujours que tu portes le coup final. Tu veux parler de coup? Je m'approchai. J'ai encaissé leur petite pique toute la soirée, en pensant que peut-être tu interviendrais, que tu dirais quelque chose, n'importe quoi. Mais tu ne l'as pas fait. Elle me regarda comme si je parlais une langue étrangère. Parce qu'elles ont raison, Étienne. Elles veulent mieux pour moi. Cette phrase resta suspendue entre nous, toxique et brute. Je clignai des yeux. Mieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne s'y pas, tu penses que 30 000 € par mois font de toi un héros? Que ça te donne le droit de te sentir supérieur. Je pense que ça veut dire que je me tue au travail, dis-je, ma voix tremblant maintenant, pour qu'on puisse vivre confortablement, pour que tu n'aies pas à t'inquiéter des factures, du loyer ou des voitures en panne. Mais bien sûr, faisons semblant que je suis le problème. Tu n'écoutes pas, ses yeux lancèrent des éclairs. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toi. Tu es terne, rigide, prévisible. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas, répétai-je. Je ne comprends pas ce que c'est de travailler dur, de rentrer à la maison et d'être la risée de gens qui n'ont jamais rien construit de leur vie. Elles sont là pour moi, siffla-t-elle. Plus que tu ne l'as été ces derniers mois. Ma poitrine se serra. Alors, tu mesures l'amour au nombre de fois où elles prennent ton parti pendant une soirée vain. Au moins, elle me voit, claqua-t-elle. Je la fixai. Tu veux dire qu'elle te dise ce que tu veux entendre, dis-je. Que tu mérites un yacht, un nouveau-né et un homme qui est probablement fictif? Elle frappa le comptoir de sa paume, bruyamment. Je mérite de me sentir vivante, Étienne. Et moi je mérite une femme qui me soutient, dis-je plus doucement maintenant. Qui ne rit pas quand je me fais déchiqueter par des gens que j'ai invités chez moi. Chloé détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Tu ne comprends juste pas ce dont j'ai besoin. Non, dis-je en reculant. Peut-être pas, mais je sais ce dont je n'ai pas besoin, et c'est de 3 inconnus qui décident de ma valeur pendant que ma femme les laisse faire. Elle resta là, respirant par le nez, les yeux brillants mais défiants. C'est pour ça qu'elles disent que tu es trop sensible. Tu pars en vrille pour le moindre petit truc. Non, Chloé, dis-je en secouant la tête. Je remarque les petites choses. Comme qui rit, qui reste silencieux, qui défend, qui ne le fait pas, silence à nouveau. Un genre profond et lourd qui n'invitait pas à la paix. Juste une pause. Elle attrapa son verre sur la table d'appoint et prit une gorgée, les yeux rivés au sol. Je vais me coucher. Bien sûr, murmurai-je. On ne voudrait pas être coincé dans une pièce avec quelqu'un qui gagne 30 000 € par mois. Elle se détourna, mais pas avant que je ne voie son expression se tordre. Quelque chose entre le regret et la rage. Je restai là longtemps après la fermeture de la porte de la chambre. Le ronronnement du frigo remplissait l'espace entre toutes les choses que nous n'avions pas dites. Je ne me sentais même plus en colère, juste vide. J'irai dans le salon, éteignis les lumières tamisées et m'enfonçai dans le canapé. J'avais construit cette vie en pensant qu'elle était solide. Il s'avère que c'était du papier peint sur des fissures, et les fissures commençaient à parler. 2 jours plus tard, j'étais assis dans mon petit bureau à domicile, écoutant d'une oreille une réunion d'ingénierie sur Zoom tout en parcourant mes alertes bancaires. Je n'étais d'humeur pour ni l'un ni l'autre, honnêtement. Après vendredi soir, les choses étaient devenues silencieuses. Pas d'excuse de Chloé, juste de la distance. Un évitement poli dans la cuisine. Une sorte de paix en plastique bizarre. C'est là que je l'ai vu. Un débit de 6 500 € vers une plateforme de paiement que je ne reconnaissais pas effectué samedi après-midi. Ma carte, mon compte. Je coupais mon micro, me penchai en arrière et fixai l'écran. Quelques secondes passèrent avant que je ne me lève et ne marche vers le couloir. Chloé pliait du linge sur le canapé, fredonnant doucement sur une playlist que je ne reconnaissais pas. Elle leva les yeux quand j'entrai. Et, dis-je d'un ton égal. Petite question. Bien sûr, répondit-elle sans lever les yeux. Tu as utilisé ma carte ce week-end? Cela la fit s'arrêter. Elle leva les yeux, cligna une fois, puis haussa légèrement les épaules. Oui, je devais le faire. Tu devais, répétai-je. Pourquoi? Elle ne s'y a pas. Juliette et Manon traversent une passe difficile. Béatrice aussi. Elles sont en retard sur leur loyer et la mère de Juliette est malade.
Je leur ai dit que je les dépannerais. Je la fixais. Tu leur as donné quasiment 7000 euros? Chloé haussa un sourcil. Ce n'est pas comme si ça allait te manquer. Mon cœur rata littéralement un battement. Tu es sérieuse? Elle posa la serviette et croisa les bras. Tu parles toujours de ta stabilité. 30 000 par mois, non? Alors pourquoi tu agis comme si je t'avais volé? Parce que tu l'as fait, dis-je. Tu m'as pris de l'argent sans demander pour renflouer tes amis? Ce sont mes amis, claqua-t-elle. Et elles avaient des ennuis. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les laisser se faire expulser? Oui, explosai-je. Tu étais censé les laisser gérer leur propre bazar, ou au strict minimum, demander à ton mari avant de vider la moitié du revenu mensuel. Chloé se leva, les yeux plissés. Waouh, d'accord, donc l'argent compte plus pour toi que les gens. Non, dis-je. Mais les limites comptent. La confiance compte. Elles avaient besoin d'aide, répéta-t-elle. Et elles sont plus ma famille que la moitié des gens de mon propre sang. Et moi je suis quoi, demandai-je. Ton distributeur automatique? Ne sois pas dramatique. C'était la phrase de trop. Celle qui fit craquer quelque chose en moi. Je marchai vers la table d'appoint, attrapai mon téléphone et, sans un autre mot, ouvris mon application bancaire. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle en m'observant. Je change tous les mots de passe, dis-je calmement. Je bloque les cartes. Je gèle ton accès. Sa mâchoire tomba. Tu surréagis. Non, dis-je en tapant toujours. Je corrige. Tu me punis parce que je me soucie des autres, siffla-t-elle. Non, je me protège contre le fait d'être utilisé. Je levai les yeux. Il y a une différence. Elle passa devant moi en trombe, attrapa son téléphone sur la table basse et le jeta sur le canapé. Tu attendais une excuse pour faire cette merde, n'est-ce pas? Hurla-t-elle. Tu as toujours voulu le contrôle. Ça t'a juste donné une raison. Tu m'as donné une raison, dis-je. À la seconde où tu as décidé que le loyer de tes copines était plus important que notre confiance. Elle attrapa un coussin et le lança contre le mur. Tu es tellement égoïste. Et tu es irresponsable, ripostai-je, et manipulatrice, et tu te crois tout permis. Et si c'est ça, se sentir vivante pour toi, bonne chance pour trouver quelqu'un d'autre pour financer la vie de tes amis. Nous restions là, respirant fort. Je pouvais sentir la fissure qui avait commencé vendredi se fendre droit au milieu du sol entre nous. Très bien, dit-elle, sa voix redevenue de glace. Tu veux des murs? Construis-les. Et elle partit. La porte de la chambre claqua. Je ne la suivis pas. Je retournai dans mon bureau, m'assis et fixai l'écran de connexion de notre compte joint, maintenant désactivé. Et je ressentis quelque chose de nouveau. Pas de la colère, pas de la trahison. De la clarté. J'entendis le bruit doux d'une fermeture éclair bien avant de la voir. Il était tout juste 8 heures un dimanche matin. Le soleil n'avait même pas encore complètement percé les nuages, et la maison gardait encore ce calme lourd et immobile, le genre qui suit une tempête. Chloé se tenait au pied de l'escalier, valise droite à côté d'elle, son sac fourre-tout jeté sur une épaule. Elle portait le même legging de yoga et le sweat à capuche gris qu'elle mettait habituellement pour aller voir ses amis. Mais cette fois, sa façon de se tenir, menton levé, yeux secs, me disait que ce n'était pas une visite rapide. Je ne parlais pas, m'appuyais juste contre le cadre de la porte du couloir, les bras croisés. Elle brisa enfin le silence. Juliette arrive dans 10 minutes. J'hochai la tête une fois. Et c'est là que tu vas. Elle haussa les épaules, mais ce n'était pas désinvolte. C'était froid. Elle a offert, dit-elle. Elle a dit que je ne devrais pas avoir à vivre dans un endroit toxique. Toxique, répétai-je d'un ton plat. C'est ça. Chloé inclina la tête comme si elle attendait que je discute, ou que je m'excuse, ou que je supplie. Je ne fis rien de tout cela. Au lieu de ça, je dis, tes amis ne sont pas un filet de sécurité, Chloé. Ce sont les termites qui rongent le plancher de ce mariage. Ses yeux vacillèrent, mais seulement une seconde. Elles m'ont plus soutenu que tu ne l'as fait depuis des mois. Elles ont été plus manipulatrices, répondis-je. Plus intéressées, plus occupées à t'utiliser pour valider leur propre misère. C'est ma famille, claqua-t-elle. Non, dis-je en m'approchant.
C'est un miroir dans lequel tu te regardes pour ne pas avoir à voir ton propre reflet. Chloé serra la poignée de la valise. Tu penses vraiment que tu es la victime ici, n'est-ce pas? Je pense que je suis le seul qui n'a pas menti, triché ou volé dans cette relation. Elle leva les yeux au ciel. Oh, tellement dramatique. Je sentis les mots monter, tranchants, furieux. Mais je les avalai. Au lieu de cela, je dis, si je suis si insupportable, pourquoi es-tu resté aussi longtemps? Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle avait une réponse répétée prête, mais elle hésita. Elle regarda le sol. Parce que je gardais espoir, dit-elle doucement, que tu changes. Cela frappa plus fort que ça n'aurait dû. Pas parce que je le croyais, mais parce qu'une partie de moi avait un jour pensé que j'étais le problème. Que si je travaillais juste plus dur, gagnais plus, donnais plus, je suffirais. Tu devrais y aller, dis-je. Elle cligna des yeux. C'est tout? J'hochai la tête. C'est tout. Pendant un instant, ses yeux cherchèrent les miens comme si elle essayait de trouver une fissure dans le mur. Quelque chose qui montrerait que je bluffais. Mais je ne bluffais pas. J'avais fini. Dehors, une voiture klaxonna 2 fois. Chloé serra la poignée de sa valise, la fit rouler vers la porte et s'arrêta la main sur le bouton. Toujours pas de larmes, pas de grand adieu, juste sa voix, plate et définitive. Tu vas regretter ça. J'inclinai la tête. Non, Chloé. Je regrette d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Elle ne répondit pas. La porte s'ouvrit, puis se referma. Et juste comme ça, la maison fut à nouveau silencieuse. Pas calme. Silencieuse. Il y a une différence. Le calme est paisible, choisi. Le silence, c'est ce qui reste quand tout ce qui est familier a disparu, et que vous restez debout au milieu, à vous demander ce qui vient de s'effondrer. Je marchais dans le salon. Les coussins étaient toujours par terre. Une tasse de café traînait sur le bout de table, la sienne. La faible odeur de son parfum persistait, même si l'air était devenu plus froid. Pour la première fois en 5 ans, j'étais seul dans cette maison, et je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou anéanti. Peut-être les deux. C'était jeudi matin quand je remarquai que le porche semblait plus froid que d'habitude. J'étais assis là, enveloppé dans ma veste en flanelle, une tasse de café ébréchée dans une main, regardant le brouillard rouler sur le trottoir humide comme de la fumée. Les arbres bordant la rue avaient commencé à perdre leurs feuilles. De petites confessions rouges et oranges éparpillées sur le trottoir. Tout semblait plus calme maintenant. Pas le genre de silence que Chloé avait laissé derrière elle, mais un silence plus profond, plus immobile. Le genre qui s'installe quand la colère s'éteint et qu'il ne vous reste que l'écho de vos propres questions. Je ne lui avais pas parlé depuis son départ. Pas un appel, pas un texto, juste le silence. Et honnêtement, je n'étais même pas sûr de ce que je dirais. Le plus dur n'était pas le vide de la maison. C'était le doute. Le cycle sans fin de repasser le film image par image. Où ai-je merdé? Étais-je trop fier? Trop brutal? Trop ennuyeux? Je baissai les yeux vers mon téléphone. Toujours rien. Quelques notifications de boulot, des pubs, aucun message d'elle, pas d'excuses, pas même un emoji sarcastique. Peut-être que c'était toujours destiné à finir comme ça et que j'étais juste trop occupé à essayer d'être l'ancre pour réaliser que le navire dérivait déjà. Je pris une gorgée de café tiède et regardai à travers la cour. Et puis je me souvins d'elle. Camille, l'amie discrète de Chloé, celle qui ne disait jamais grand-chose, qui ne riait jamais trop fort quand les autres se moquaient de moi. Elle était toujours juste là, à observer, polie, présente, mais détachée de la cruauté. Elle était au dîner ce soir-là, assise sur la coudoir avec un verre de vin qu'elle touchait à peine. Pendant que les autres jouaient aux méchantes filles, version adulte, Camille gardait surtout la tête baissée. Ça m'a frappé comme un vent soudain. Elle n'avait pas dit une seule chose méchante. Pas une seule. Je me penchai en arrière sur la chaise du porche, plissant les yeux contre la lumière pâle du matin. Elle avait toujours semblé être une anomalie dans ce groupe. Douce, le regard bienveillant. Je n'avais jamais beaucoup pensé à elle, pour être honnête. Mais maintenant, ça semblait important, nécessaire. Elle était la seule personne dans cette pièce qui aurait pu voir ce qui s'était vraiment passé. Et j'avais besoin de savoir, pas pour accuser, pas pour pointer du doigt ou rassembler des preuves. J'avais juste besoin de la vérité, quelque chose de réel,
quelque chose qui ne ressemblait pas à de la manipulation ou de la survie. De l'honnêteté. Si je devais un jour mettre tout ça derrière moi, je devais comprendre ce que je venais de vivre. Et Camille, elle détenait peut-être la pièce manquante. Je me levai lentement, rentrai à l'intérieur et restai dans le couloir un instant. La maison était calme. Même manteau sur le crochet, même pile de magazines non lus. Tout avait encore l'air normal, mais je n'étais pas le même homme qui se tenait à cet endroit il y a une semaine. J'attrapai mes clés sur le comptoir et hésitai, juste un instant. Puis j'enfilai ma veste, verrouillai la porte derrière moi et sortis dans le froid. Je ne savais pas ce que je dirais quand je la verrais. Mais pour la première fois depuis des jours, je me sentais stable, pas brisé, juste prêt. Les routes vers Givors étaient grises et inégales, le genre qui bourdonne sous vos pneus comme un avertissement. Je n'avais pas conduit aussi loin depuis un moment. Mon GPS bugua 2 fois avant de se fixer finalement sur une rue qui ressemblait plus à un chemin de gravier oublié qu'à n'importe quel quartier que j'avais connu. Sa maison se trouvait près de la sortie de la ville, nichée entre 2 terrains en friche et une camionnette rouillée qui n'avait pas bougé depuis des années. Un bardage blanc décoloré, une balancelle de Porsche affaissée, une boîte aux lettres avec des lettres écaillées. René, le vrai nom de famille de Camille. Je ne m'en étais même pas souvenu jusqu'à maintenant. Je me garai de l'autre côté de la rue, le cœur battant plus fort que prévu. Qu'est-ce que je faisais là? Essayer d'acheter une conclusion? Non, pas acheter. Juste obtenir quelque chose de réel, quelque chose sans filtre, quelque chose que Chloé ne me donnerait jamais maintenant. Je montai sur le porche et frappai 2 fois. Pas de réponse. J'attendis. Puis je frappai à nouveau, plus légèrement cette fois. Après quelques secondes, j'entendis des pas et la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Les yeux de Camille apparurent en premier. Toujours doux, toujours incertain. Étienne. Je fis un petit signe de la main. Salut, désolé de débarquer à l'improviste. Elle m'examina. Flanelle fatiguée, jean, cheveux en bataille. Quoi qu'elle attendait, ce n'était probablement pas moi dans cet état. Je ne pensais pas te revoir, dit-elle en entr'ouvrant la porte. Moi non plus, répondis-je. Mais j'avais besoin de te demander quelque chose. Et je ne pouvais plus laisser ça traîner dans ma tête. Elle s'écarta, me faisant signe d'entrer. Le salon sentait légèrement le nettoyant au citron et le vieux bois, des meubles rares, une étagère remplie de romans de poche, tous cornés et pliés. Il y avait de la chaleur ici, mais aussi de la tristesse. Un calme qui ne semblait pas choisi. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre. Moi sur le bord d'une causeuse effilochée. Elle recroquevillait dans un fauteuil comme si elle avait été interrompue en pleine réflexion. Je ne suis pas là pour remuer la merde, dis-je après une pause. Je ne suis pas là pour démolir Chloé ou créer des drames avec les autres. D'accord, dit-elle, hésitante. Je plongeai la main dans ma veste et sortis une enveloppe simple. Elle la regarda comme si elle était radioactive. C'est quoi? 5 000 €, dis-je en la posant sur la table basse. Je ne te l'offre pas pour acheter ta loyauté. Je te l'offre parce que je sais que tu es coincé entre ces gens depuis trop longtemps. Et peut-être qu'il est temps que quelqu'un te donne une raison de parler. Elle ne toucha pas l'enveloppe. Ne se pencha même pas en avant. Étienne, murmura-t-elle. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Je veux juste la vérité, dis-je. Quoi que ce soit, bon, mauvais, je peux le gérer, mais j'ai besoin de savoir. Elle ferma les yeux et expira lentement. Elles vont me détester. Elles te détestent déjà, dis-je doucement. Elles ne te l'ont juste pas encore dit. Cela la fit tressaillir. Elle se redressa, remettant ses cheveux derrière ses oreilles. Tu ne comprends pas. Ces filles, elles ont été tout pour moi. Après la mort de ma mère, je n'avais personne, pas de famille. Chloé, elle m'a intégré, nourri, aidé à sortir de mes dettes, m'a donné un endroit où appartenir. Je ne te demande pas de trahir une loyauté, dis-je. Je te demande de briser le silence. Il y a une différence. Ses doigts tordaient le bord d'un plaid sur ses genoux. Si je te dis ce que je sais, Étienne, tu ne la regarderas plus jamais de la même façon. Ce n'est déjà plus le cas, dis-je. Elle baissa les yeux, réfléchit longuement. Puis finalement, elle hocha à peine la tête. Pas aujourd'hui, dit-elle. Mais bientôt. Je laissai le silence s'installer entre nous. Je n'insistais pas, ne suppliais pas,
laissé juste l'enveloppe sur la table. Alors que je me levais pour partir, elle se leva aussi, les yeux humides mais calmes. « Merci de ne pas avoir crié », murmura-t-elle. « La plupart des hommes l'auraient fait. »« Je ne suis pas la plupart des hommes, » dis-je. Et je le pensais vraiment. Dehors, les nuages se brisèrent juste assez pour qu'une bande de lumière frappe les marches du porche. Quelque chose changeait, et ce n'était pas seulement la météo. Il était presque minuit quand on frappa à la porte. Au début, je crus l'avoir imaginé. Je somnolais sur le canapé, une émission de fin de soirée oubliable bourdonnant en arrière-plan, un bol de céréales intact sur mes genoux. Mais on frappa à nouveau, doucement, précipitamment, presque avec incertitude. Je me levai, le cœur battant un peu plus vite, et ouvris la porte. Elle était là, Camille, trempée par la pluie, des mèches de cheveux collées à ses joues et les yeux rouges comme si elle avait pleuré tout le trajet. Je m'écartai sans un mot. Elle entra lentement, serrant son manteau plus fort autour d'elle, comme si elle ne savait pas si elle devait parler ou s'effondrer. Commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne peux plus garder ça pour moi. Elle se tenait au milieu de mon salon, frissonnante, les yeux fuyants comme si elle n'était pas sûre que les murs soient sûrs. J'attrapai un plaid sur le canapé et l'enveloppai doucement autour de ses épaules. « Assieds-toi, dis-je doucement. Prends ton temps. » Elle le fit. Je m'assis en face d'elle, les mains posées sur mes genoux, attendant, sans pousser. Camille regarda le sol pendant un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « Elle t'a trompé, Étienne. » L'air sembla quitter la pièce. Je ne bougeais pas, ne clignais pas, écoutais juste. « Ce soir-là, le dîner, dit-elle en déglutissant. Elles sont restées, ont bu davantage, beaucoup plus. Juliette l'a mise au défi d'aller danser avec le type à la table du coin. Un des amis de Manon. Il était plus vieux, frimeur. Chloé a flirté en retour. Puis un autre type est arrivé. Je ne connais même pas son nom. Elle a disparu pendant un moment, 1 heure, peut-être plus. Elle leva les yeux, le regard vitreux. Quand elle est revenue, sa robe était froissée. Ses cheveux étaient différents. Et elle riait juste comme si tout était un jeu, ma poitrine se serra, mais je ne parlais toujours pas. Je la laissai continuer. Je voulais partir. J'aurais dû partir, mais j'avais peur. Elles sont tout ce que j'ai depuis la mort de mes parents. Je continuais à penser que si je restais juste silencieuse, ça disparaîtrait. Que je n'en faisais pas partie. Tu n'en faisais pas partie, dis-je doucement. Elle secoua la tête. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne te l'ai pas dit. J'ai regardé ça arriver. Les larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Je suis tellement désolé, murmura-t-elle. Je me levai lentement, marchai vers elle et m'assis à côté d'elle. Pas trop près, pas trop loin, juste assez près pour qu'elle ne se sente pas seule. Elle se tourna vers moi, et pendant une seconde, je crus qu'elle allait se briser à nouveau. Mais au lieu de cela, elle se pencha en avant doucement, prudemment, et enroula ses bras autour de moi. Pas par romance, par survie. Je l'enlaçai en retour. Pas de mots, pas de mouvement, juste le calme. Après un moment, elle parla à nouveau, étouffée par mon épaule. Je ne me suis pas senti en sécurité depuis longtemps. Pas depuis avant qu'elle ne me recueille. J'avais peur d'être seul, mais avec toi juste là maintenant, je n'ai pas peur. J'hochai la tête. Tu n'as pas à avoir peur ce soir. Ses bras se resserrèrent. Je peux rester, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je me reculai juste assez pour croiser son regard. Oui. Nous ne nous embrassâmes pas. Nous ne fîmes pas semblant que c'était une solution miracle. Nous restâmes juste assis là, 2 personnes meurtries par des batailles différentes, trouvant un abri silencieux dans la présence de l'autre. Cette nuit-là, je préparai la chambre d'amis pour elle, laissai la lumière du couloir allumée, m'assurai qu'elle avait de l'eau, des serviettes, un chargeur de téléphone, des choses simples. Parce que parfois, la guérison commence dans le calme, et parfois la vérité est laide, mais elle ouvre la porte à quelque chose de propre, quelque chose d'honnête. L'odeur me frappa avant même que j'ouvre les yeux. Vanille chaude, beurre, peut-être cannelle. Elle me tira doucement du sommeil, comme le fait un souvenir d'enfance, faible, réconfortant, presque irréel. Je clignai des yeux contre la lumière du matin et m'assis. Pendant un instant,
j'oubliais qu'elle était là. Puis je l'entendis rire. Doux, sincère. Camille. Ça venait de la cuisine. Je sortis du lit, frottai l'arrière de mon cou et descendis le couloir. La porte de la chambre d'Amy était ouverte. Une couverture pliée reposait sur la coudoir. L'endroit semblait déjà plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle se tenait devant la cuisinière dans une de mes vieilles chemises en flanelle, manches retroussées, cheveux attachés en un chignon lâche. Elle semblait paisible, comme quelqu'un qui avait enfin expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. « Bonjour », dis-je, la voix rauque de sommeil. Elle se retourna, surprise. « Oh, désolé. Je ne voulais pas te réveiller. »« Tu ne l'as pas fait ?» dis-je en offrant un demi-sourire. « Je croyais que je rêvais. »« Tu cuisines ?» Elle sourit, retournant un pancake avec une précision impressionnante. « Pas très bien, mais je suis courageuse. » Je gloussai. C'était la première fois depuis des semaines que je sentais ce son venir de quelque part de réel. « J'espère que tu es d'accord avec des pancakes et du sirop douteux, » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil à la bouteille de marque distributeur sur le comptoir. « C'est parfait, dis-je. » Elle posa une assiette devant moi un instant plus tard, puis me rejoignit à table, tasse en main. Il y avait une immobilité entre nous, mais pas gênante, juste sûre. Un calme entre deux personnes qui avaient arrêté de faire semblant de ne pas être fatiguées de faire semblant. « Merci de m'avoir laissé rester, dit-elle doucement. « Tu n'as pas à me remercier d'avoir besoin de paix, répondis-je. Nous mangeâmes tranquillement pendant quelques minutes, les fourchettes cliquetant, la lumière du soleil se déversant sur le carrelage de la cuisine. La maison ne semblait plus hantée. Plus tard cet après-midi-là, j'étais assis seul dans mon bureau, fixant mon ordinateur portable. Les coordonnées de Chloé étaient toujours en haut de ma liste de favoris. Je survolai le nom pendant une seconde. Puis je cliquai ailleurs. Au lieu de cela, j'ouvris le portail de mon avocat. Je n'hésitais pas. Ne tergiversez pas. Je lançai la procédure de divorce. Pas de note en colère. Pas de déclaration dramatique. Juste une décision claire et tapée, comme appuyer sur envoyer ou pour un email en retard. Juste fini. Ce soir-là, je le dis à Camille. Elle ne dit pas grand-chose, hocha juste lentement la tête et dit « Bien ». 3 jours passèrent tranquillement jusqu'à ce que Chloé envoie un texto « Dîner. Toi, moi et les filles. » Jeudi soir, 19h30, à la brasserie du centre. Ne sois pas en retard. Soyons adultes. Pas de point d'interrogation. Pas d'explication. Camille vit le message s'allumer sur mon écran pendant que nous regardions un film. Elle te teste, dit-elle sans tourner la tête, pour voir si tu joueras le rôle à nouveau. Pas cette fois, répondis-je. Mais j'étais curieux. Je n'y allais pas pour obtenir une conclusion. J'y allais pour y mettre fin correctement. La brasserie était toute en verre et lumière tamisée, le genre d'endroit avec des apéritifs hors de prix et des serveurs qui jugeaient vos chaussures avant votre commande. J'arrivai à 19h28, habillé d'une chemise gris charbon et d'une paire de bottines que je n'avais pas portées depuis notre dîner d'anniversaire l'an dernier. L'hôte me guida vers la table du fond près de la cheminée. Et elles étaient là, Chloé et ses 3 meilleures critiques. Juliette, dans une absurdité à paillettes, me sourit comme si j'étais un chiot perdu. Manon ne leva même pas les yeux de son téléphone. Béatrice eut un sourire narquois dès qu'elle me vit, sirotant déjà quelque chose de couleur néon avec suffisance. Chloé, elle, se tenait droite, posée, les lèvres peintes en rouge comme si elle jouait un rôle dans un drame judiciaire. « Tu es venu, dit-elle comme si j'étais arrivé pour négocier une libération d'otages. »« J'ai dit que je viendrais, répondis-je en tirant une chaise en face d'elle. Un dernier dîner. » Chloé fit un geste vers le centre de la table. « Alors restons simples. » Elle fit glisser un document dactylographié vers moi. Propre, agrafé, titre en gras. Attente mutuelle et normes conjugales révisées. Je haussai un sourcil. C'est un contrat. C'est une liste de conditions, dit-elle. Si nous devons reconstruire, nous avons besoin de structure, de limites, d'un accord. Ses amies se penchèrent toutes comme des choristes attendant leur signal. Quel genre de conditions, demandai-je, sachant déjà que je m'en fichais. Pas de dépenses de plus de 500 € sans approbation. Thérapie de couple hebdomadaire. Mise à jour mensuelle sur les comptes financiers. Pas de contact avec des gens que je n'ai pas préapprouvés.
Et elle fit une pause pour l'effet. Tu vas devoir lever le pied au travail. Prioriser notre temps de qualité. Manon gloussa. En gros, reprends-toi en main, Étienne. Juliette se pencha. C'est juste. Elle est généreuse. Je regardais la pile de papier comme si elle avait rampé depuis le sol. Puis, sans un mot, je plongeai la main dans ma veste et sortis une pochette plus fine. Pas agrafée, nue. Juste 2 signatures manquantes. Le sourire de Chloé vacilla alors que je plaçais les papiers du divorce devant elle. J'ai déjà signé les miens, dis-je. La tienne va juste là. La table se figea. Personne ne riait maintenant. Béatrice cligna des yeux. Attends, quoi? La bouche de Chloé s'ouvrit, mais rien ne sortit. Ce n'est pas une négociation de contrat, continuai-je, calme comme du verre. C'est la fin d'un partenariat. Un partenariat dont tu as retiré tes billes bien avant de l'admettre. Elle retrouva enfin sa voix. Tu es sérieux? J'hochai la tête. Mortellement? Juliette renifla. Tu as apporté des papiers de divorce au dîner? Ça semblait approprié, dis-je. Puisque tu as amené des témoins. Chloé me fixait, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Étienne, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu l'as déjà fait, dis-je. Je me levai, boutonnai mon manteau et me tournai vers la sortie. C'est à ce moment-là que Camille entra. Robe noire simple, cheveux lâchés, pas de maquillage, mais d'une certaine manière plus frappante qu'elle toute réunie. Elle marcha droit vers moi sans hésitation. Chloé se leva, le souffle coupé. Tu l'as amenée? Non, dis-je. Elle est venue toute seule. Je l'ai juste conduite. Camille glissa son bras sous le mien. Nous ne parlâmes pas, ne jubilâmes pas, nous nous retournâmes juste et sortîmes. Le serveur nous tint la porte ouverte, les yeux écarquillés. Derrière moi, je n'entendis rien, pas un rire, pas un mot, juste le silence. Le genre qu'on obtient quand le rideau tombe et que le public réalise soudain que le méchant n'était pas celui qu'il croyait. La salle d'audience sentait le vieux bois et la sueur nerveuse. C'était un mardi matin calme, le genre où rien de dramatique n'est censé se passer. Mais quand ils appelèrent nos noms, Étienne Mallery et Chloé Mallery, je sentis quelque chose changer. Chloé entra devant moi, parfaitement stylée, comme si elle s'habillait pour la rédemption. Cheveux lisses, chemisier neutre, lèvres pressées en une moue délicate de tristesse. La performance avait commencé. Je m'assis à côté de mon avocat, silencieux. Nous avions déjà tout déposé. Les documents étaient propres, irréfutables, mais elle ne s'attendait pas à ce que j'aille jusqu'au bout. Pas vraiment, pas complètement. Le juge, une femme sans fioriture avec des lunettes de lecture et un ton comme du gravier, passa en revue les bases rapidement. Date, signature, accord. Puis vint l'argent. Concernant l'utilisation non autorisée des finances communes, dit le juge en tapotant son stylo contre le dossier, la cour tranche en faveur du demandeur. C'était moi. Chloé bougea sur sa chaise. Vous rembourserez la somme de 6 500 €, continua le juge. Sous 90 jours. La maison et son contenu restent la propriété exclusive de Monsieur Mallery. Le souffle de Chloé se coupa. Le marteau n'avait pas besoin de tomber. La sentence avait déjà atterri. Elle se tourna vers moi, la voix se brisant. Étienne, s'il te plaît. Ça ne peut pas être ça. Je ne la regardais pas, s'il te plaît, murmura-t-elle encore. J'étais perdu. Je ne voulais pas nous briser. Le juge s'éclaircit la gorge. Madame Mallery. Mais Chloé insista. Tu étais tout ce qu'il y avait de stable dans ma vie, dit-elle, des larmes striant son visage soigneusement maquillé. J'ai juste eu peur. J'ai écouté les mauvaises personnes. Je me levai de ma chaise. Tu étais marié à la bonne personne, dis-je d'un ton égal. Et tu as quand même fait le mauvais choix. Elle tendit la main vers mon bras alors que je passais. Je ne m'arrêtais pas, ne parlais pas, ne me tournais même pas. Certaines choses ne méritent pas de rappel. Et cette histoire n'avait pas besoin d'un autre acte. Dehors, le soleil frappait différemment. Frais. Propre, final, poétique. Une semaine plus tard, je me garai sur un parking en gravier à côté d'un café calme au bord du lac d'Annecy. L'eau scintillait dans la lumière du début d'après-midi, et les arbres bordant la rive se balançaient doucement dans la brise,
comme s'ils avaient attendu que quelqu'un les remarque à nouveau. Camille était déjà là, debout près de la rambarde, les bras croisés, regardant une paire de canards glisser à la surface comme de petits bateaux. Elle portait une simple veste en jean sur une robe d'été, ses cheveux lâchés et pris par le vent. Je sortis de la voiture et marchai vers elle. Et, dis-je, les mains dans les poches. Elle se tourna, sourit doucement. Tu as trouvé. J'avais besoin de conduire, dis-je. Et de compagnie. Nous entrâmes, prîmes 2 cafés et trouvâmes une table près de la fenêtre. Le lac s'étendait juste au-delà de la vitre, paisible et intact. Aucun de nous ne parla pendant un moment. Ce n'était pas gênant, juste facile. Enfin, elle brisa le silence. J'ai eu des nouvelles de Juliette, dit-elle en remuant son verre lentement. Elle a découvert que je t'avais parlé. J'attendis. Elle m'a traité de traîtresse. A dit que j'étais jalouse, que j'avais toujours voulu ce que Chloé avait. Je haussai un sourcil. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que j'avais enfin compris ce que je ne voulais pas, dit-elle. Et ça ressemblait beaucoup à être piégé dans un cercle de femmes qui ne savaient pas comment s'élever sans rabaisser quelqu'un d'autre. J'hochai la tête. Ça semble assez juste. Camille baissa les yeux vers son café. Aucune d'elles n'a proposé d'aider Chloé, au fait. Pas quand elle a demandé l'argent du loyer. Elles ont toutes dit non. C'est pour ça qu'elle a utilisé ta carte. Cela frappa plus fort que je ne l'espérais. Elles l'ont encouragée à dépenser ton argent, continua-t-elle. Mais ne voulaient pas dépenser un centime du leur, et quand elle s'est fait prendre, elles ont ri dans son dos. Je me penchai en arrière sur ma chaise, expirant lentement. Ça leur ressemble bien. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, dit-elle doucement. Tu as dit quelque chose quand ça comptait, répondis-je. Quand j'étais prêt à écouter. Elle leva les yeux vers moi, le regard doux. Tu aurais pu me fermer la porte. Me traiter comme si je faisais partie du problème. J'ai pensé que je le ferais, admis-je, mais quelque chose m'a dit que tu étais la seule dans cette pièce à ne pas faire semblant. Elle sourit, un petit sourire authentique. Tu m'as sorti de quelque chose de sombre, Étienne. Et pas juste le bazar de Chloé, le mien aussi. Nous ne dîmes rien après ça pendant un moment. Juste assis là à siroter du café, regardant le vent onduler sur le lac. Le soleil se prit dans ses yeux. Elle ne sia pas. Je tendis la main à travers la table et pris la sienne. Pas de grands gestes, pas de promesses, juste un contact honnête. Nous ne commencions pas quelque chose de dramatique. Nous respirions juste. Finalement, c'était la fin de l'histoire. Camille connaissait la vérité depuis longtemps, mais elle est restée silencieuse jusqu'à ce qu'elle voie à quel point cela me blessait. Je n'arrête pas d'y penser.